4 petites minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. Donald Trump, fidèle à lui-même, venait d'achever un réquisitoire cinglant contre la position française sur l'Ukraine, le tout ponctué de ce rictus suffisant qu'il arborait comme une signature persuadée que la France allait comme toujours s'incliner. Mais cette fois, l'histoire a changé de direction. Sébastien Lecornu, c'est 4 petites minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. Donald Trump, fidèle à lui-même, venait d'achever un réquisitoire cinglant contre la position française sur l'Ukraine, le tout ponctué de ce rictus suffisant qu'il arborait comme une signature persuadée que la France allait comme toujours s'incliner. Mais cette fois, l'histoire a changé de direction. Sébastien Lecornu s'est levé sans fracas et a lâché une phrase si percutante que l'ensemble de la délégation américaine en est resté figé. Ce n'était pas un simple accrochage diplomatique, c'était l'instant exact où une France renouvelée assurée a regardé droit dans les yeux la superpuissance américaine et a refusé de baisser la tête. 15 septembre 2025, Buenos Aires, G20. Pour Donald Trump, ce sommet n'était qu'un podium de plus, une scène taillée pour qu'il affiche une fois encore la supériorité supposée des États-Unis. Depuis qu'il avait repris les rênes du pouvoir, l'homme fort de Washington s'était remis à ses jeux favoris, faire trembler les partenaires européens, moquer leurs choix politiques et leur rappeler d'un ton hautain qui commandait vraiment. Et dans son viseur, il y avait un pays en particulier, la France. Plus précisément, ce premier ministre fraîchement nommé qu'il jugeait bien trop jeune, trop vert à la tête d'une nation en feu. Une semaine plus tôt, dans le décor doré de Mar-a-Lago, Trump peaufinait son plan d'attaque avec son cercle restreint. Ce Lecornu, c'est un gamin sans envergure, lança-t-il en parcourant les rapports confidentiels. 39 ans, aucune crédibilité diplomatique et un pays secoué par les manifestations. Il tombera en 2 minutes. L'opération était limpide, le frapper sur le dossier ukrainien soulignait ses incohérences, l'humilier en public et pousser la France à rentrer dans le rang américain. Il l'avait fait avec Macron, alors ce novice, ce serait un jeu d'enfant. Trump pensait rejouer une partition connue. Il s'est trompé d'adversaire. Ce qu'il n'avait pas saisi, c'est que Sébastien Lecornu n'était pas un clone de Macron. Le nouveau locataire de Matignon avait passé des semaines à disséquer les mécaniques trumpiennes, ses postures dominantes, ses coups de menton, ses méthodes d'intimidation soigneusement chorégraphiées. Et dans ce ballet d'arrogance, Lecornu avait repéré la faille que peu osaient nommer Trump ne supportait pas la contradiction, surtout quand elle était publique. Le sommet s'ouvrit sans éclat, presque banal. On parla PIB, réchauffement climatique, guerre commerciale. Dans un coin, Lecornu prenait des notes silencieux, studieux, presque invisibles. Il donnait l'image d'un élève appliqué devant les vieux lions de la scène mondiale. Exactement ce que Trump espérait voir, un petit nouveau timide et impressionnable. Mais à 16h30, le masque tomba. Trump réclama la parole à la session sur la sécurité internationale, et surtout sur l'Ukraine. « Mes chers collègues », lança-t-il avec ce ton condescendant qu'il croyait rassurant, « il est temps de parler franchement des responsabilités dans ce conflit. » Et là, sans détour, il planta ses yeux sur Lecornu. La salle comprit instantanément ce qui allait suivre, ce n'était pas un discours, c'était une mise à mort politique. Je ne vais pas balancer de nom, mais tout le monde sait de qui il s'agit. Regard appuyé sur Lecornu, Trump jouait la fausse pudeur avec une précision chirurgicale. Certains se drapent dans de beaux discours pour l'Ukraine, mais dans les faits, ils brillent surtout par leur absence. Et il enchaînait implacable. Chaque mot était pesé pour piquer chaque pic, calibré pour rabaisser, alors que les États-Unis ouvraient les vannes à coups de milliards et d'armements high-tech d'autres, sous-entendu la France, se contentait selon lui de déclarations creuses et de promesses sans lendemain. Le sous-texte était limpide, Paris traîne les pieds. En Europe, certains dirigeants sont jeunes, peu aguerris, champions du verbe, mais absents dans l'action. Ce dont l'Ukraine a besoin, ce ne sont pas de slogans, mais d'un vrai commandement. La cible devenait évidente. Lecornu était dans le viseur. Et pour couronner le tout, Trump attaqua là où ça faisait mal. Pendant que certains peinent à contenir leur propre foule en colère, l'Ukraine continue de se vider de son sang. Un clin d'œil à peine voilé au blocage massif qui secouait alors la France. Et puis la phrase qui claque comme une gifle, peut-être que si certains passaient moins de temps à calmer leurs syndicats et un peu plus à soutenir l'Ukraine concrètement, cette guerre serait déjà derrière nous. Silence glacial.
La gifle était publique et Trump le savait. Il conclut, comme toujours avec sa rengaine dramatique, « L'Amérique ne portera pas éternellement le poids de la liberté européenne. Il est temps pour nos alliés de choisir leur camp, soit ils prennent leurs responsabilités, soit ils devront faire sans nous. » Une fois sa tirade terminée, Trump se rassit visiblement ravi de sa prestation. Le sourire en coin, il savourait ce qu'il croyait être une victoire écrasante. Autour de la table, les représentants européens tournaient les yeux vers Lecornu, mi-gêné, mi-curieux. Allait-il encaisser sans broncher ou oserait-il répondre à cette claque diplomatique en mondovision? Et là, l'imprévu. Le moment que personne n'avait vu venir. Lecornu, sans dire un mot, se leva lentement. Pas un regard au président de séance, aucune demande de parole. Juste ses mains posées à plat sur la table. Puis il planta ses yeux dans ceux de Trump droit dans le viseur sans ciller. Le silence s'abattit brutalement. Plus un souffle, plus un murmure. Alors il parla. Calme, mesuré, mais chaque mot vibrait comme une lame affûtée. « Monsieur Trump, merci pour ce petit cours sur la solidarité internationale. Venant d'un pays qui s'y connaît si bien, c'est vraiment touchant. » Les mots étaient polis, presque sucrés. Mais le ton lui était une lame dissimulée dans un gant de velours. Lecornu avait lancé sa première phrase comme une caresse, mais elle portait déjà le venin. Et Trump, à l'autre bout de la table, eut un bref mouvement d'inconfort. Vous parlez de leadership exemplaire. Intéressant. Permettez-moi de rafraîchir un peu la mémoire collective sur les exploits récents de votre leadership. Les cornous ne lâchaient pas Trump du regard. C'était devenu un duel en silence. Dites... Dites-moi qui a orchestré le départ catastrophique d'Afghanistan abandonnant ses alliés à leur sort, qui a tourné le dos aux Kurdes en Syrie du jour au lendemain et qui a brandi la menace de quitter l'OTAN, parce que l'addition ne lui plaisait pas. Trump blêmit. Il ne s'attendait pas à une riposte aussi frontale. Vous évoquez l'engagement de la France, très bien, parlons-en. Qui était à vos côtés quand vous n'étiez encore qu'un groupe de colonies rebelles, qui a combattu pour votre indépendance alors que vous n'étiez qu'un pari risqué face à l'Empire britannique? Je peux continuer si vous voulez. L'histoire n'oublie pas. Le cornu calme comme un chirurgien venait de sortir le scalpel de l'histoire. Ah, parlons finances, puisque vous y tenez. Avez-vous seulement idée de ce que la France a investi en Ukraine en pourcentage de son économie? Et les réfugiés, parlons-en, vous savez combien nous... 4 petites minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. Donald Trump, fidèle à lui-même, venait d'achever un réquisitoire cinglant contre la position française sur l'Ukraine, le tout ponctué de ce rictus suffisant qu'il arborait comme une signature persuadée que la France allait comme toujours s'incliner. Mais cette fois, l'histoire a changé de direction. Sébastien Lecornu s'est levé sans fracas et a lâché une phrase si percutante que l'ensemble de la délégation américaine en est resté figé. Ce n'était pas 4 petites minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. Donald Trump, fidèle à lui-même, venait d'achever un réquisitoire cinglant contre la position française sur l'Ukraine, le tout ponctué de ce rictus suffisant qu'il arborait comme une signature persuadée que la France allait comme toujours s'incliner. Mais cette fois, l'histoire a changé de direction. Sébastien Lecornu s'est levé sans fracas et a lâché une phrase si percutante que l'ensemble de la délégation américaine en est resté figé. Ce n'était pas un simple accrochage diplomatique, c'était l'instant exact où une France renouvelée assurée a regardé droit dans les yeux la superpuissance américaine et a refusé de baisser la tête. 15 septembre 2025, Buenos Aires, G20. Pour Donald Trump, ce sommet n'était qu'un podium de plus, une scène taillée pour qu'il affiche une fois encore la supériorité supposée des États-Unis. Depuis qu'il avait repris les rênes du pouvoir, l'homme fort de Washington s'était remis à ses jeux favoris, faire trembler les partenaires européens, moquer leurs choix politiques et leur rappeler d'un ton hautain qui commandait vraiment. Et dans son viseur, il y avait un pays en particulier, la France. Plus précisément, ce premier ministre fraîchement nommé qu'il jugeait bien trop jeune, trop vert à la tête d'une nation en feu. Une semaine plus tôt, dans le décor doré de Mar-a-Lago, Trump peaufinait son plan d'attaque avec son cercle restreint. Ce Lecornu, c'est un gamin sans envergure, lança-t-il en parcourant les rapports confidentiels. 39 ans, aucune crédibilité diplomatique et un pays secoué par les manifestations. Il tombera en 2 minutes. L'opération était limpide, le frapper sur le dossier ukrainien soulignait ses incohérences, l'humilier en public et pousser la France à rentrer dans le rang américain.
Il l'avait fait avec Macron, alors ce novice, ce serait un jeu d'enfant. Trump pensait rejouer une partition connue. Il s'est trompé d'adversaire. Ce qu'il n'avait pas saisi, c'est que Sébastien Lecornu n'était pas un clone de Macron. Le nouveau locataire de Matignon avait passé des semaines à disséquer les mécaniques trumpiennes, ses postures dominantes, ses coups de menton, ses méthodes d'intimidation soigneusement chorégraphiées. Et dans ce ballet d'arrogance, Lecornu avait repéré la faille que peu osé nommer Trump ne supportait pas la contradiction, surtout quand elle était publique. Le sommet s'ouvrit sans éclat presque banal. On parla PIB, réchauffement climatique, guerre commerciale. Dans un coin, Lecornu prenait des notes silencieux, studieux, presque invisibles. Il donnait l'image d'un élève appliqué devant les vieux lions de la scène mondiale. Exactement ce que Trump espérait voir, un petit nouveau timide et impressionnable. Mais à 16h30, le masque tomba. Trump réclama la parole à la session sur la sécurité internationale, et surtout sur l'Ukraine. « Mes chers collègues », lança-t-il avec ce ton condescendant qu'il croyait rassurant, « il est temps de parler franchement des responsabilités dans ce conflit. » Et là, sans détour, il planta ses yeux sur Lecornu. La salle comprit instantanément ce qui allait suivre. Ce n'était pas un discours, c'était une mise à mort politique. Je ne vais pas balancer de nom, mais tout le monde sait de qui il s'agit. Regard appuyé sur Lecornu, Trump jouait la fausse pudeur avec une précision chirurgicale. Certains se drapent dans de beaux discours pour l'Ukraine, mais dans les faits, ils brillent surtout par leur absence. Et il enchaînait implacable. Chaque mot était pesé pour piquer chaque pic, calibré pour rabaisser, alors que les États-Unis ouvraient les vannes à coups de milliards et d'armements high-tech d'autres, sous-entendu la France, se contentait selon lui de déclarations creuses et de promesses sans lendemain. Le sous-texte était limpide, Paris traîne les pieds. En Europe, certains dirigeants sont jeunes, peu aguerris, champions du verbe, mais absents dans l'action. Ce dont l'Ukraine a besoin, ce ne sont pas de slogans, mais d'un vrai commandement. La cible devenait évidente. Lecornu était dans le viseur. Et pour couronner le tout, Trump attaqua là où ça faisait mal. Pendant que certains peinent à contenir leur propre foule en colère, l'Ukraine continue de se vider de son sang. Un clin d'œil à peine voilé au blocage massif qui secouait alors la France. Et puis la phrase qui claque comme une gifle, peut-être que si certains passaient moins de temps à calmer leurs syndicats et un peu plus à soutenir l'Ukraine concrètement, cette guerre serait déjà derrière nous. Silence glacial. La gifle était publique et Trump le savait. Il conclut, comme toujours avec sa rengaine dramatique, « L'Amérique ne portera pas éternellement le poids de la liberté européenne. Il est temps pour nos alliés de choisir leur camp, soit ils prennent leurs responsabilités, soit ils devront faire sans nous. » Une fois sa tirade terminée, Trump se rassit visiblement ravi de sa prestation. Le sourire en coin, il savourait ce qu'il croyait être une victoire écrasante. Autour de la table, les représentants européens tournaient les yeux vers Lecornu, mi-gêné, mi-curieux. Allait-il encaisser sans broncher ou oserait-il répondre à cette claque diplomatique en mondovision? Et là, l'imprévu. Le moment que personne n'avait vu venir. Lecornu, sans dire un mot, se leva lentement. Pas un regard au président de séance, aucune demande de parole. Juste ses mains posées à plat sur la table. Puis il planta ses yeux dans ceux de Trump droit dans le viseur sans ciller. Le silence s'abattit brutalement. Plus un souffle, plus un murmure. Alors il parla. Calme, mesuré, mais chaque mot vibrait comme une lame affûtée. « Monsieur Trump, merci pour ce petit cours sur la solidarité internationale. Venant d'un pays qui s'y connaît si bien, c'est vraiment touchant. » Les mots étaient polis, presque sucrés. Mais le ton lui était une lame dissimulée dans un gant de velours. Lecornu avait lancé sa première phrase comme une caresse, mais elle portait déjà le venin. Et Trump, à l'autre bout de la table, eut un bref mouvement d'inconfort. Vous parlez de leadership exemplaire. Intéressant. Permettez-moi de rafraîchir un peu la mémoire collective sur les exploits récents de votre leadership. Les cornous ne lâchaient pas Trump du regard. C'était devenu un duel en silence. Dites... Dites-moi qui a orchestré le départ catastrophique d'Afghanistan abandonnant ses alliés à leur sort, qui a tourné le dos aux Kurdes en Syrie du jour au lendemain et qui a brandi la menace de quitter l'OTAN. Parce que l'addition ne lui plaisait pas. Trump blêmit. Il ne s'attendait pas à une riposte aussi frontale.
Vous évoquez l'engagement de la France, très bien, parlons-en. Qui était à vos côtés quand vous n'étiez encore qu'un groupe de colonies rebelles, qui a combattu pour votre indépendance alors que vous n'étiez qu'un pari risqué face à l'Empire britannique? Je peux continuer si vous voulez. L'histoire n'oublie pas. Le cornu calme comme un chirurgien venait de sortir le scalpel de l'histoire. Ah, parlons finances, puisque vous y tenez. Avez-vous seulement idée de ce que la France a investi en Ukraine en pourcentage de son économie? Et les réfugiés, parlons-en, vous savez combien nous en avons accueillis par habitant comparé? Faites les maths. Les données étaient tranchantes comme des lames, et Trump le savait. Vous glorifiez le leadership américain parfait, mais dites-moi où étiez-vous quand il a fallu bâtir une alliance européenne solide, qui a manqué à l'appel quand il fallait convaincre les indécis de s'unir? Le cornu s'interrompit quelques secondes, juste assez pour que le silence pèse. Chaque mot tombait comme un verdict, puis il enchaîna, et l'offensive monta d'un cran. Et maintenant, vous voilà à nous sermonner sur nos difficultés nationales. Très bien. Dans ce cas, parlons aussi des vôtres, voulez-vous? Trump voulut réagir, mais c'était trop tard. Le cornu avait lancé la machine, et elle ne comptait pas s'arrêter. Le cornu frappait désormais là où ça fait mal, au cœur de l'Amérique. Vous voulez parler de gestion de crise? Très bien. Combien de tueries de masse sur votre sol depuis janvier? Combien de vos concitoyens sont morts simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se soigner? Et le taux d'emprisonnement, vous l'avez comparé aux autres pays développés récemment? Il enchaîna sans laisser à Trump le temps de respirer. On peut aussi évoquer votre politique étrangère si vous y tenez. Qui a menti à la planète entière au sujet des armes de destruction massive en Irak? Qui a mis le feu à tout le Moyen-Orient à coups d'interventions chaotiques? Et qui a laissé Daesh émerger en piétinant toute cohérence stratégique? Chaque interrogation était une lame plantée dans l'orgueil américain. Et puis vint la sentence finale. L'écornu se redressa légèrement, fixa Trump avec une intensité glaciale et lâcha. « Dites, moi, Monsieur Trump, pensez-vous sincèrement qu'un pays capable d'élire à 2 reprises un homme poursuivi dans 91 affaires pénales est en position de faire la leçon au reste du monde sur la bonne gouvernance? » Un vide s'installa. Épais, étouffant. La dernière phrase de l'écornu avait glacé l'Assemblée. Trump blême fixait le vide comme s'il venait d'encaisser un coup en pleine poitrine. Autour de lui, ses conseillers évitaient soigneusement son regard gêné, déstabilisé. Personne n'avait anticipé une réplique aussi frontale, aussi personnelle, et surtout, aussi imparable. Le cornu reprit sans hausser le ton, mais avec une autorité tranquille. « Ne vous méprenez pas, dit-il. Je ne suis pas venu ici pour attaquer l'Amérique. Je suis venu défendre la France et rappeler quelques vérités que certains préfèrent oublier. » Trump tenta un geste, une parole. Trop tard. Le chef du gouvernement français leva calmement la main. « Avec tout le respect, Monsieur le Président, vous avez eu votre moment. Maintenant, laissez-moi finir. » Il se pencha légèrement, le regard planté dans celui de Trump. Sur l'Ukraine, la France n'a aucune leçon à recevoir depuis le premier jour. Nous sommes là. Nos instructeurs forment leurs soldats. Nos ingénieurs réparent leur réseau, nos diplomates bâtissent leur futur, et nous le faisons sans tambour ni trompette, sans frapper du poing sur la table, et surtout sans le clamer sur Twitter. Le cornu s'avança légèrement, se pencha vers le micro. Le moment de vérité approchait. « Vous voulez la vraie différence entre l'engagement de la France et celui de l'Amérique ?» demanda-t-il, le regard droit. « Nous soutenons l'Ukraine parce que c'est une cause juste. Vous, parce que c'est une opportunité rentable. Là où nous voyons un ami à défendre, vous voyez une part de marché à exploiter. » Puis, il enchaîna avec cette assurance glaciale d'un homme qui sait que chaque mot est un coup au foie. « Parlons de leadership puisque vous aimez ce mot. » Il marqua un silence volontaire presque théâtral. Un véritable chef n'intimide pas ses alliés. Il les élève, il ne les rabaisse pas devant le monde entier. Il les traite avec dignité, et au lieu de faire du chantage, il choisit le dialogue. Chaque ligne tombait comme un direct au menton. Monsieur Trump, vous êtes à la tête de la plus grande puissance du monde, mais vous vous comportez comme un despote de pacotille. Vous avez la force mais pas la grandeur, le pouvoir sans la hauteur morale qui devrait l'accompagner. Le discours était déjà un séisme, mais ce qui suivit, ce fut la frappe nucléaire. Vous savez, Monsieur le Président, ce qui sépare un vrai dirigeant d'un simple despote? Un leader unit les peuples.
Un tyran les fracture, un leader tire ses alliés vers le haut. Un tyran les enfonce pour se hisser lui-même, un leader inspire confiance. Un tyran sème la peur. Alors je vous pose la seule question qui vaille, vous, Donald Trump, de quel côté êtes-vous vraiment? Trump tenta de se redresser, suffoqué de colère. Sa voix tremblait, ses mots se heurtaient dans sa gorge. Comment osez-vous insulter les États-Unis? Mais le cornu ne lui laissa pas la moindre chance. J'ose, monsieur, parce que je parle au nom de la France. Et la France, elle n'a jamais tremblé devant un empire, pas même quand cet empire se prétend défenseur du monde libre. Le président du G20 tenta désespérément de reprendre le contrôle. Trop tard. L'ambiance était cassée irréversible. Le choc venait d'être porté. Le cornu imperturbable retourna s'asseoir comme si de rien n'était, bras croisés, regard posé en silence. Face à lui, Trump restait debout, blême, les lèvres entr'ouvertes, mais incapable d'articuler quoi que ce soit. Le roi du clash, réduit au silence. Une première dans sa carrière de provocateur professionnel. Les heures qui suivirent firent de l'effet d'un ouragan médiatique. Les chaînes d'infos s'emballaient, les titres s'alignaient comme des coups de tonnerre. La France ridiculise Trump, titraine les unes. Les cornus pulvérisent le président américain, analysé de la BBC. Un nouveau visage de l'Europe défie Washington, résumé Der Spiegel. L'image du face-à-face s'était déjà transformée en séquence historique. Mais le vrai tremblement de terre grondait ailleurs à Washington. Car si les projecteurs étaient braqués sur la scène, les vraies secousses avaient lieu en coulisses. À Bruxelles, les lignes s'activaient, on voulait coordonner une riposte européenne. À Berlin, on s'interrogeait. Et si Paris prenait le leadership stratégique, à Rome, on proposait un nouvel axe franco-italien pour rééquilibrer le jeu. Même Londres post-Brexit tendait discrètement la main à cette France qui n'avait pas peur de dire non à l'Amérique. Ce que le cornu ne savait pas encore, c'est qu'au même moment, à des milliers de kilomètres de là, les murs du Pentagone vibraient d'alerte. Dans une salle de crise enterrée, les généraux américains blêmes d'avoir vu leur président piétiner en direct se regardaient avec inquiétude. Et si les Européens commençaient à nous désobéir en plein jour, que reste-t-il de notre stratégie globale? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une telle panique n'avait jamais traversé l'état-major américain. À l'anglais, le siège de la CIA s'était transformé en ruche insomniaque. Objectif profiler cet inconnu devenu menace. Qui était ce lait cornu? D'où lui venait cette audace et surtout, avait-il des complices, un réseau, un agenda caché, mais plus il creusait, plus il se heurtait à du vide. Aucun dossier compromettant aucune faiblesse connue. Le premier ministre français avait échappé à tout leur radar comme un fantôme. Et c'est précisément ce silence autour de lui qui avait rendu sa frappe imparable. En France, l'effet fut volcanique. Avant le sommet, le cornu plafonnait à 23% d'opinion favorable. 48 heures plus tard, il dépassait les 67%. Mais le plus sidérant, c'était ça, même ses adversaires applaudissaient. Marine Le Pen déclara « Bras croisés, je ne partage pas sa vision, mais il a osé défendre l'honneur de la France. » Mélenchon, dans un rare moment d'unité nationale, admis « Enfin un responsable français qui ne rampe pas devant Washington. » Ce consensus national inattendu faisait trembler les murs de l'Élysée. Emmanuel Macron, confortablement installé dans sa retraite dorée, observait avec une amertume contenue son successeur récolter les applaudissements qu'il avait espérés pendant 7 longues années, sans jamais les obtenir. Les cornus incarnaient soudain cette France fière indépendante que Macron avait tenté d'être sans jamais pleinement convaincre. Et autour de lui, ses anciens fidèles vacillaient partagés entre la fierté de voir leur élève triompher et le constat brutal que le maître lui avait manqué de cran. Mais c'est à Washington que le coup de tonnerre fit le plus de ravages. À la Maison-Blanche, le climat virait au crépusculaire. Les visages étaient fermés, les conversations en aparté. Un conseiller osa timidement suggérer « Monsieur le Président, peut-être qu'un geste d'apaisement, des excuses officielles », Trump explosa hors de lui. M'excuser devant ce gamin français plutôt crevé mais derrière la rage, il le savait. Ce moment venait de fracturer son mandat. Ce qui le rongeait le plus, ce n'était pas l'humiliation publique, c'était la trahison silencieuse de ses propres rangs. Au Congrès, les républicains commençaient à s'éloigner prudemment. Un sénateur glissa à un journaliste. Ce président devient une gêne permanente. Un élu de Floride enfonça le clou. Défendre un homme ridiculisé par un Français, mission impossible. Trump, pour la première fois depuis son retour au sommet, sentait son trône vaciller.
Et du côté démocrate, c'était le désarroi mêlé d'un certain malaise. Comment attaquer Trump? Quand un dirigeant étranger le fait déjà avec une précision chirurgicale, Joe Biden, depuis son havre du Delaware, regardait la séquence en boucle, un demi-sourire aux lèvres. « J'aurais dû être celui qui l'écrase », souffla-t-il à ses proches. Trop tard. Alors que les États-Unis digéraient encore le choc le cornu, lui entrait dans une autre galaxie. Son téléphone n'arrêtait plus de vibrer. De Kiev à Londres, en passant par New York, les lignes s'enflammaient. Volodymyr Zelensky voulait le voir au plus vite. Le premier ministre britannique réclamait une entrevue privée. Même le secrétaire général des Nations Unies sollicitait une audience formelle. En l'espace de 240 secondes, le chef du gouvernement français était passé de quasi inconnu à figure centrale de la diplomatie mondiale. Mais l'appel le plus inattendu et le plus émouvant venait de chez lui. Pour la première fois depuis sa nomination, l'Assemblée nationale baissait les armes. L'opposition, d'habitude féroce, décidait de suspendre ses motions de censure. Et dans un silence rare, le président du groupe Les Républicains lâcha cette phrase devenue virale. « On ne tire pas sur un homme qui vient de rendre sa dignité à la France. » Ce cessez-le-feu politique totalement inédit sous la Ve République changeait la donne. Le Cornu disposait soudain d'un espace d'action que peu avant lui avait osé rêver. Pour la première fois depuis des décennies, un premier ministre français avançait sans chaîne. 3 jours après le choc de Buenos Aires, Trump tenta de reprendre la main. Depuis les jardins de la Maison-Blanche, il convoqua une conférence de presse espérant reléguer l'incident au rang de simple malentendu diplomatique. Mais cette fois, la presse américaine dopée par l'audace venue de Paris ne jouait plus les timides. « Monsieur le Président, pourquoi n'avoir rien répondu à Le Cornu sur le moment? Envisagez-vous de présenter vos excuses à vos partenaires européens? Ce silence n'est-il pas le signe que la France vous a mis KO? » Trump tenta de se dérober comme à son habitude. Ce type Le Cornu, personne ne le connaissait avant. Son pays est en plein chaos. Il essaie juste de détourner l'attention. Mais à mesure qu'il parlait, sa voix trahissait son malaise. Son visage rouge, ses mains crispées sur le pupitre, tout en lui criait frustration. Les journalistes avaient flairé le sang, l'ego blessé du président ne supportait pas que l'on reparle de l'humiliation française, et bientôt le monde s'enflamma à son tour. À Ottawa, Justin Trudeau repoussa publiquement un accord commercial imposé par Washington, saluant le courage français. À Berlin, Olaf Scholz parla d'urgence de souveraineté européenne face à une Amérique trop capricieuse. À Rome, Giorgia Meloni, d'habitude plus prudente, évoqua même un réveil nécessaire du vieux continent. Le Cornu avait allumé une mèche que plus personne ne semblait pouvoir éteindre. Mais c'est en Asie que l'onde de choc prit une tournure quasi sismique. À Tokyo, les conseillers du premier ministre japonais, jusque-là fidèles à la ligne pro-américaine, commençaient à parler d'autonomie stratégique. Séoul, de son côté, se demandait s'il n'était pas temps de réévaluer certaines clauses militaires imposées par Washington. Même Canberra, bastion loyal du renseignement anglo-saxon, posait tout haut la question que tout le monde murmurait. Et si finalement nous étions trop dépendants des États-Unis? Le précédent français faisait école. Si Paris avait osé défier la Maison-Blanche, qui serait le prochain, et le plus étonné de cette déferlante, c'était encore l'homme par qui tout avait commencé. Dans le calme feutré de son vol-retour vers Paris-le Cornu, entre deux silences, avouait à son entourage « Je voulais juste défendre notre honneur national ». Pas lancer une insurrection diplomatique mondiale. Son directeur de cabinet lui n'en doutait pas une seconde. « Monsieur le Premier ministre, vous avez simplement exprimé à haute voix ce que beaucoup de dirigeants n'osaient plus dire. Vous avez brisé un tabou. » Quand l'avion présidentiel toucha le tarmac de Roissy, la scène tenait du roman. Il était presque minuit, mais une marée de citoyens attendait tricolore en main marseillaise au cœur. Des cris de « bravo » fusaient, sincères, galvanisés. Plus de sarcasme, juste de la fierté. Les images du retour triomphal tournèrent en boucle dans les médias étrangers. Un constat s'imposait, quelque chose s'était passé, quelque chose d'irréversible. La France ce soir-là n'était plus tout à fait la même. Le lendemain, le Cornu franchit les portes de l'Assemblée sous les projecteurs. Une séance solennelle, une salle pleine à craquer, des visages graves. Quand il monta à la tribune, le tumulte s'évanouit aussitôt comme aspiré par l'intensité du moment. « Cher député, lança-t-il d'une voix calme mais assurée, ce n'est pas moi que vous avez entendu hier à Buenos Aires. C'est cette voix intemporelle qu'est la France, celle qui depuis des siècles refuse de se plier aux injonctions qu'elles viennent d'empire ou de président.
Un tonnerre d'applaudissements s'ensuivit. Effet rarissime, tous les bancs se levèrent ensemble sans distinction de couleur politique. Marine Le Pen fut la première à se lever, rapidement rejointe par Jean-Luc Mélenchon. Puis, comme dans une chorégraphie spontanée, toute l'Assemblée suivit. Le cornu n'avait pas seulement parlé, il avait rassemblé. D'un coup, les Français se reconnaissaient à nouveau dans leurs représentants. Mais le véritable coup de théâtre arriva à la toute fin. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, prit la parole dans un silence tendu. « Je propose un vote de confiance exceptionnel en reconnaissance du moment historique que nous venons de vivre. » Résultat du scrutin. Une claque démocratique, 448 pour 79 contre aucune abstention. Du jamais vu sous la Ve République. Le cornu venait d'inscrire son nom dans les annales. Dans les semaines qui suivirent, la France sembla renaître de ses cendres. Les blocages se dissipèrent comme par magie, les cortèges syndicaux rentrèrent chez eux sans un mot. La croissance fit un timide retour, le CAC 40 reprit de la hauteur, et dans les rues, un sourire discret réapparaissait sur les visages. Les courbes de popularité s'envolaient, les éditos redevenaient optimistes. Après des années de doute, être français recommençait à ressembler à une fierté et non à une gêne. 6 mois plus tard, les équilibres diplomatiques n'étaient plus les mêmes. Les échanges transatlantiques n'étaient plus dictés par la peur de déplaire à Washington, mais par la volonté de collaborer. L'OTAN cessait d'être une hiérarchie déguisée pour devenir une alliance assumée. Et tout cela pour 4 petites minutes de rébellion pour un simple moment de vérité lancé à la figure de Donald Trump. Ce que ce Français a osé dire, nous l'avions tous sur le cœur, avoua un sénateur républicain dans une confession anonyme au Washington Post. Jamais Trump n'avait vu les rangs de son propre camp se fissurer aussi vite. Mais c'est en France que l'onde de choc fut la plus spectaculaire. Les mouvements sociaux s'éteignirent du jour au lendemain. Les grévistes revinrent travailler sans tambour ni trompette. La bourse bondit de 8% en une seule séance. Et dans les cafés, dans les gares, dans les familles, un mot revenait en boucle. Enfin, un dirigeant qui ne baisse pas les yeux. Sur BFM, un ancien manifestant lâcha cette phrase devenue virale. Cela faisait des mois que je n'avais pas eu envie de dire que j'étais français. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, Sébastien Lecornu, en moins de 300 secondes, était devenu la voix de l'Europe qui n'a plus peur. Mais lui, calme, stoïque, refusait de s'en énorgueillir. Il savait qu'une telle confiance se mérite chaque jour. À bord du vol retour vers Paris, Lecornu relâcha enfin la pression. Il s'adressa à son équipe d'un ton posé mais sans équivoque. « Ne vous méprenez pas. Ce n'était pas une revanche personnelle, c'était une nécessité politique. » Il marqua une pause, fixa le hublot, puis ajouta « Quelqu'un devait bien rappeler aux Américains qu'en 2026, l'Europe n'est plus un terrain de jeu ni un territoire sous tutelle. » 3 jours plus tard, c'est à la Maison-Blanche que le malaise explosait en direct. Trump, décidé à reprendre le contrôle du récit, convoqua la presse. Mais les caméras ne voulaient parler que d'un seul sujet. « Monsieur le Président, que répondez-vous à l'attaque du Premier ministre français ? Pourquoi êtes-vous resté muet face à Lecornu? Allez-vous présenter vos excuses à vos alliés? » Trump tenta de détourner l'attention avec condescendance. Ce Lecornu, franchement, personne ne savait qui c'était il y a une semaine. Et regardez la France. C'est le chaos là-bas. Ce type cherche juste à faire oublier ses propres problèmes. Mais chaque phrase trahissait davantage sa fébrilité. Son regard s'agitait, ses mâchoires se crispaient. L'homme qui se voulait inébranlable montrait sans le vouloir à quel point ce discours français l'avait ébranlé. Pendant ce temps, à l'autre bout du globe, Lecornu croulait sous les messages. Les félicitations pleuvaient comme des confettis. Zelensky décrocha son téléphone lui-même pour saluer son courage. Le chancelier allemand parla d'un moment historique pour l'Europe et de Pékin, un émissaire personnel de Xi Jinping fit parvenir un message discret, mais d'un respect étonnant. Le monde venait de comprendre que quelque chose avait changé et que cela portait un nom, Sébastien Lecornu. Il n'en fallut pas plus. En l'espace de 240 secondes, Sébastien Lecornu passa du statut de chef d'un gouvernement en crise à celui d'icône stratégique mondiale. Mais le plus spectaculaire, ce fut la secousse provoquée au cœur même de l'OTAN. L'effet domino lancé par la France donna du courage aux autres capitales européennes qui commencèrent à résister frontalement aux injonctions venues de Washington. Berlin mit les pieds dans le plat. Refus catégorique d'acheter davantage de matériel militaire américain. Rome suivit, pas question de céder aux menaces sur ses liens économiques avec Pékin. Une révélation s'imposait, on pouvait dire non aux États-Unis.
Et surprise, la planète continuait de tourner. Désormais, la dynamique transatlantique n'avait plus rien à voir avec la vieille logique de soumission. 6 mois après la fameuse passe d'armes à Buenos Aires, une nouvelle réalité s'était installée. L'alliance avec les Américains n'était plus une allégeance, c'était un pacte d'égal à égal. Et tout cela, oui, avait commencé par 4 minutes de feu lancées depuis un pupitre français. Mais ce que personne n'avait vu venir, c'est l'effet boomerang. Cette scène d'humiliation publique, Trump ne parvenait pas à l'effacer. L'homme qui avait toujours imposé sa volonté par la peur et l'ego surdimensionné se retrouvait pour la première fois dans la position de la cible, et cela, il ne le supportait pas. Dans les jours qui suivirent la gifle diplomatique de Buenos Aires, quelque chose se fissura dans l'univers de Trump. Ses conseillers le virent sombrer lentement dans une obsession presque maladive. Chaque interview de Lecornu devenait une provocation, chaque apparition publique du Français un affront personnel. Le simple nom du Premier ministre déclenchait des colères fulgurantes. Il suffisait qu'un journaliste y fasse allusion pour que Trump explose. « Il faut l'écraser, ce Français !» Cette phrase qu'il murmurait d'abord devint son mantra du matin. Jour après jour, dans le huis clos de la Maison-Blanche, il ressassait cette idée fixe. Ses proches, d'abord amusés, commencèrent à s'alarmer. Ce n'était plus une querelle politique, mais une obsession. Puis arriva le 15 octobre. Un mois jour pour jour après le sommet du G20. Sous les projecteurs d'un meeting enflammé en Floride devant une foule de 15 000 partisans électrisés, Trump craqua. Il laissa tomber le masque comme pris dans un accès de rage. Ce Lecornu, ce nabot arrogant venu de Paris, croit m'avoir humilié. Je vais lui montrer ce qu'est la puissance d'un vrai dirigeant. La France va être isolée. Elle va plier. Les applaudissements furent bruyants. Les caméras, elles étaient allumées. Et le monde entier écoutait. En quelques heures, la séquence devint virale. Et le verdict fut implacable. Trump venait d'illustrer en direct tout ce que Lecornu avait dénoncé. La menace, l'arrogance, l'esprit revanchard. Il n'avait fait que confirmer le diagnostic du Français. Et ça, politiquement, c'était un suicide. Même les bastions conservateurs de la presse américaine durent lâcher prise. Les gros titres n'épargnèrent pas Trump. Trump valide à son insu les critiques de la France, constatait le Wall Street Journal. Un président qui menace ses alliés démocratiques, un précédent dangereux, s'inquiétait USA Today. En Europe, c'est un véritable réflexe collectif qui se déclencha. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 27 membres de l'Union européenne mirent de côté leurs divergences pour signer une déclaration commune dénonçant d'une seule voix les paroles jugées inacceptables du président des États-Unis à l'encontre d'un État partenaire. Même l'OTAN, pourtant peu habituée aux prises de position audacieuses, sortit de sa réserve. Dans un communiqué au ton feutré mais au message limpide, l'Alliance rappela que le respect entre alliés n'était pas une option mais une condition fondamentale. Mais c'est Lecornu qui, une fois de plus, parvint à prendre tout le monde de court. Plutôt que d'enfoncer son adversaire, il adopta le ton sobre de l'homme blessé mais digne. Depuis Matignon devant un parterre de journalistes du monde entier, il déclara simplement « Je ne peux que regretter le chemin qu'a choisi le président des États-Unis. La France, elle reste fidèle à ses principes, elle tend la main même lorsque ses amis trébuchent. » Une réponse pleine de retenue qui frappa plus fort que n'importe quel discours belliqueux. Aux États-Unis, l'impact fut immédiat. Déjà ébranlés par l'épisode de Buenos Aires, plusieurs élus républicains commencèrent à lâcher leur propre président, désormais perçu comme isolé même dans son propre camp. Le séisme atteignit alors le cœur même du camp républicain. Paul Ryan, figure respectée et silencieuse depuis des années, brisa sa retraite pour lâcher une phrase lourde de sens. « Ce n'est pas de cette manière que l'on parle à ceux qui se tiennent à nos côtés. » Même Ron DeSantis, pourtant concurrent direct de Trump pour l'avenir du parti, n'eut d'autre choix que de tracer une ligne rouge. Les démocraties alliées méritent autre chose que des menaces et du mépris. Dans ce climat déjà incandescent, une bombe politique s'apprêtait à exploser. Le 5 novembre 2025, le Washington Post émit en ligne une enquête qui fit l'effet d'un coup de tonnerre. Le journal s'appuyait sur des documents internes issus directement des entrailles de la Maison-Blanche. Ce que les révélations mirent au jour dépassait tout ce que l'on redoutait. Trump aurait donné instruction à la CIA de fouiller la vie privée de Lecornu dans l'espoir de dénicher une faiblesse exploitable. Mais le plus grave venait ensuite, le Pentagone avait été sollicité pour plancher sur des sanctions économiques ciblées contre la France. Un allié historique traité comme un adversaire stratégique.
À cet instant précis, Trump ne menait plus une querelle diplomatique. Il venait de franchir une ligne que la politique américaine ne pardonne jamais. Ce fut la goutte de trop. Lorsque l'affaire éclata, c'est tout Washington qui fut secoué. Même les plus ardents défenseurs de Trump durent admettre l'évidence: instrumentaliser les services secrets contre un dirigeant européen élu démocratiquement, c'était franchir une ligne infranchissable. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le Congrès adopta une motion de blâme contre le président avec le soutien d'une partie des républicains, un précédent sans équivalent. La réponse de Paris ne se fit pas attendre. L'écornu convoqua l'ambassadeur des États-Unis pour obtenir des explications